parti. Ça peut être micro. Bonjour, je suis enchanté d'être avec vous aujourd'hui et un grand merci pour l'invitation. Voilà, Sylvain Nizou, j'ai créé cette start-up avec deux associés au mois de juin 2023. Après avoir fait de longues études, ingénieur, docteur en physique et travaillé pendant 20 ans dans les énergies renouvelables. Et en particulier, et merci Sylvie pour l'introduction sur les sujets relatifs à la décarbonation et surtout à la défossilisation, puisque j'ai dirigé pendant 4 ans le programme du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le programme dédié à l'économie circulaire du carbone, et donc qui traitait ces questions. Et ça fait déjà quelques années qu'on parle de défossilisation pour aller relever ce défi. Alors, je fais un test. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Si, avec du retard. D'accord, disons que ça fonctionne avec du retard, merci. Donc voilà, on a créé cette société pour aller s'adresser à un problème particulier qui est trouver une alternative crédible à l'utilisation des combustibles fossiles, donc très clairement défossilisés, au service de notre souveraineté industrielle française, européenne, qui doit passer par une souveraineté énergétique. L'introduction que vient faire Karine de la part de IT InnoEnergy est parfaite, puisqu'en fait, toutes ces industries, ces gigafactories, comme les industries historiques, qui sont à l'origine en fait, des matériaux fondamentaux dont on a besoin pour construire une société, pour construire une industrie, une économie, ces acteurs-là, autant les nouveaux que les anciens, ont besoin d'une solution crédible. Les 50 sites les plus émetteurs de CO2 se sont retrouvés il n'y a pas très longtemps à l'Élysée. On leur a dit « rentrez chez vous et surtout ramenez-nous des solutions parce que vous êtes les plus gros pollueurs, il va falloir très rapidement décarboner ». Sauf qu'ils sont revenus chez eux, mais la solution n'était pas forcément triviale. Je vous dis, pour avoir travaillé dans la R&D, dans l'énergie solaire, les batteries, le lithium-ion, l'hydrogène, on voit bien qu'en fait on touche assez vite à certaines limites en termes de quantité, etc., etc. Donc on a besoin de solutions et Exana a été conçu dans cet esprit-là. Avec deux associés, on a monté cette aventure. D'une certaine manière, moi je représente au sein de cette rencontre le problème, la problématique, le business, pour avoir travaillé avec ces grands industriels. Et Paul et Jean-Baptiste sont deux experts qui ont travaillé pendant 15 et 20 ans au développement d'une solution. Donc Exana, c'est quoi? C'est la rencontre entre une problématique, moi, et la solution que représente. Petit état des lieux, très simple. En gros, si on a du mal aujourd'hui à se décarboner, surtout à se défossiliser, c'est parce que, et je vous prends l'exemple de l'industrie, mais c'est valable également dans le domaine du transport lourd et longue distance, typiquement l'aviation, transport maritime, où les hydrocarbures sont indispensables. Hydrocarbures, c'est pas sale, c'est pas forcément fossile un hydrocarbure. On peut faire désormais des hydrocarbures à partir de ressources biologiques, des biocarburants par exemple. On peut faire des hydrocarbures à partir de carburants de synthèse qui sont faits avec de l'hydrogène, décarboné, bas carbone, défossilisé et du CO2. Et donc aujourd'hui, le constat, c'est que cette décarbonation, cette défossilisation, elle n'a pas débuté. On est encore à 90% à l'échelle mondiale de consommation de combustibles fossiles dans le domaine de l'industrie. Et on fait qu'empiler en fait des solutions bas carbone, renouvelables, sur du fossile. On a beaucoup de mal à les remplacer pour 3 raisons. Il faut quelque chose qui représente tout de suite des grandes quantités d'énergie qui se déploient vite. Ensuite, il faut une solution qui ne fournit pas que de l'électricité. Parce que quand on utilise des combustibles fossiles, on les utilise pourquoi? Avant tout pour produire de la chaleur, fournir des molécules et produire de l'électricité. Donc il faut fournir ces services également. Et le troisième point, c'est l'exemple de la biomasse extrêmement intéressant. Quand on choisit une ressource qui doit alimenter ces systèmes-là, il faut que cette ressource soit abondante et surtout qu'elle rentre dans une économie circulaire des matières. En quelques mots, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter une solution de décarbonation dans les grandes industries, les zones industrielles ou portuaires. Vous avez l'exemple de la France. Et notre objectif, c'est d'aller vraiment auprès de ces gros acteurs, fournir une solution. Ça peut être sur la production d'engrais chez Fertiggy, ça peut être sur l'alimentation de réduction de minerais de fer chez Gravity, ça peut être chez ArcelorMittal directement pour la production d'acier ou chez Total Energy pour les décarboner peut-être une activité biocarburant, etc. En décarbonant les 50 sites les plus émetteurs en France, on réduit de 10% les émissions de CO2 au niveau national, ce qui est considérable. On décomptera le temps d'attente. Voilà. Il faut que ça passe un moment. Hein. Voilà, super. L'idée, en fait, en termes de technologie, je vais être assez bref là-dessus, c'est que j'ai fait le tour de tout ce qui existait, j'avais le panorama complet des énergies, et je suis passé du côté du nucléaire. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'énergie nucléaire, le nouveau nucléaire,
permet au travers des Small Modular Reactors. C'est des réacteurs de 4e génération, en tout cas en ce qui nous concerne, qui ont un certain nombre d'avantages, où on améliore à la fois la sûreté, on améliore l'impact environnemental sur le CO2, mais pas uniquement, sur les particules, sur l'impact sur les sols, sur la consommation d'eau, avec des services de modularité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'adapter à un certain nombre de clients qui ne sont pas que, finalement, un réseau électrique, mais des industriels qui vont consommer de la chaleur, mais également de l'électricité et d'autres ressources énergétiques, avec un modèle économique qui est, lui, largement challengé. Allez, je prends encore 20 secondes, si ça décolle. On est bien à 20 secondes. Essayez de viser là-bas, peut-être que voilà, si on a choisi cette technologie, les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, c'est tout simplement que c'est une technologie qu'on connaît extrêmement bien en France. C'est un patrimoine technologique qu'on a développé depuis 70 ans. Et ça, c'est une énergie, c'est une solution qui nous permet de répondre parfaitement aux besoins industriels, fournissant de la chaleur, de la chaleur haute température, de l'électricité, avec du recyclage des matières et des déchets nucléaires. Et on fait ça avec des partenaires stratégiques qui ont su, justement, au cours de ces années, cumuler des savoir-faire qui mettent aujourd'hui à disposition au service de notre projet. Donc on est sur quelque chose qui est robuste, qui est, on va dire, solide, qui est innovant et en même temps qui s'appuie sur du solide. Mais ça ne passe pas, mais on y est, avec tout simplement 2 réacteurs qui vont fournir de la chaleur à haute température dans des systèmes de stockage. Et cette chaleur va ensuite être distribuée soit directement vers l'industrie, fourniture de chaleur, soit vers la production d'électricité qui, elle, va pouvoir alimenter l'industrie ou un réseau électrique. Voilà, donc c'est des petits réacteurs, mais qui sont quand même gros. Ce sont des centrales nucléaires, très clairement, mais qui vont pouvoir se positionner soit sur des sites nucléaires existants, soit sur de nouveaux sites nucléaires, qui seront à proximité des très grandes zones industrielles. Je ne vous parle pas d'en mettre partout, je vous parle de 5 à 10 installations maximum, par exemple en France, mais qui vont permettre d'alimenter toutes ces industries. C'est fini. Voilà, terminé. Voilà, l'objectif, c'est de démarrer une tête de série industrielle d'ici 2035. Et pour ça, forcément, il nous faut une belle équipe. On vient de démarrer, d'exécuter une levée de fonds là, sur ce mois-ci, 25 millions d'euros. On est déjà 40 à partir de janvier, on n'était que 4 au mois de septembre. Et on est ravis de démarrer cette aventure en complément des énergies renouvelables et de tous les acteurs qui sont en train d'essayer de redonner sa souveraineté à la France et à l'Europe sur le plan industriel. Je vous remercie. Merci Sylvain Lizoux. Bonjour tout le monde, alors je vais prendre la zapette aussi, c'est celle-ci. Hein. Oui, malheureusement. Bonjour tout le monde, je m'appelle Simon, je suis président de Jane, et aujourd'hui je vais vous parler de circuits courts énergétiques. Alors aujourd'hui, notre constat, c'est que 25% de la production solaire est perdue, faute du moment où on produit au moment où on consomme. En fait, il y a un décalage entre le moment où on produit et on consomme, et en fait, il y a différents... Il y a différents modes de valorisation aujourd'hui qu'on connaît peut-être tous. L'OA, l'obligation d'achat d'EDF, ces contrats de revente. Et en fait, aujourd'hui, il y a différents modèles qui sont levés par des leviers comme la loi énergie-climat et le levier technologique des compteurs Linky, qui permettent de revaloriser ces 25% de pertes localement. Ça s'appelle l'autoconsommation collective. Donc en fait, c'est des circuits courts énergétiques qui vont permettre de revaloriser ce surplus localement, auprès des voisins. Alors en fait, ce modèle comporte énormément de bénéfices. Ça permet de maîtriser ses coûts, réduire la fluctuation des prix de l'énergie. Ça permet évidemment d'avoir un impact environnemental très fort puisqu'on valorise localement son surplus de production solaire. C'est un modèle très flexible. Et puis enfin, c'est fédérateur puisqu'on valorise localement auprès de ses citoyens. C'est un modèle finalement, on peut appeler ça des communautés énergétiques locales, où en fait on rassemble des gens autour d'un même projet énergétique. Donc en fait c'est un modèle qui est super intéressant, mais par contre en France, le développement est hyper lent. Il y a 559 projets aujourd'hui en vigueur, en cours, contre 1 million de producteurs d'énergie solaire. Donc il y a un décalage qui est assez élevé, surtout que la PPE prévoit environ 4 millions de producteurs d'ici 2030. Donc on peut se demander pourquoi finalement il y a un décalage aussi important.
En se rendant sur le terrain, en rencontrant ces personnes qui ont des projets d'autoconsommation collective, et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs freins qui pouvaient être levés. Et en levant ces freins, on peut développer plus largement l'autoconsommation collective en France. Un des premiers freins, c'est les démarches administratives, qui sont bien trop lourdes, jusqu'à 8 mois de démarches administratives avant de mettre en place un projet. Ensuite, on a des coûts initiaux super élevés, avec des prestations externes qui peuvent aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Finalement, une personne, quand elle met en place un projet, elle n'a pas toutes les compétences pour monter ce projet, donc elle doit faire appel à des personnes externes. Il y a aussi un manque d'informations super important, puisqu'en fait, les personnes ne savent pas réellement quelles économies ils vont pouvoir faire en mettant en place ce genre de projet. Et puis pour finir, c'est un sujet qui paraît trop complexe. C'est un sujet chasse-gardée des ingénieurs. Et en fait, il n'a pas été traité selon une approche sociologique centrée sur les personnes qui souhaitent mettre en place ces projets. Donc nous, on se positionne sur ce marché avec un logiciel SaaS, donc un logiciel qui est accessible en ligne et qui va permettre de simplifier la simulation, la création, puis le pilotage de ces projets. Concrètement, notre cible, c'est les professionnels, donc de 150 kW crête en puissance jusqu'à 500. Et en fait, quand on parle des professionnels, on parle de 4 typologies, les entreprises, les collectivités, les bailleurs et les tiers investisseurs. Aujourd'hui, on co-crée pas mal d'offres avec des tiers investisseurs qui souhaitent accompagner leurs clients. Donc notre logiciel, il s'axe sur 3 parties, la simulation, la création, puis la supervision, le pilotage des projets. On a parlé de la difficulté de se projeter économiquement sur les vrais avantages économiques finalement d'un projet. En fait, c'est l'intérêt de notre simulateur, c'est une sorte d'étude de faisabilité qu'on peut faire en ligne directement. C'est un peu notre canal d'acquisition pour nos clients. Ensuite, la création, donc cette partie création, c'est ces fameux 8 mois qu'on a réussi à réduire de pratiquement 4 mois, même un peu plus, puisqu'on compte 2 mois en fait, maximum pour mettre en place un projet, compte 8 mois avant. Et puis pour finir, le pilotage. Et puis pour finir, le pilotage, super important, c'est finalement le cycle de vie du projet. En fait, quand le projet est en cours, on va pouvoir ajouter de nouvelles sources de production, de nouveaux bénéficiaires, avoir une vue d'ensemble sur votre production, ce que vous avez consommé, ce que vous avez valorisé auprès de vos parties prenantes. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, on est en développement, on commercialise au premier trimestre là, de 2025. Et on est incubé chez Polytechnique qui nous accompagne justement dans ce développement, puisqu'on est un petit peu early stage, justement, on parlait de ça tout à l'heure. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup. Si jamais voilà, vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez scanner le QR code, c'est mon LinkedIn directement, ou sinon je serai un petit peu dans les salons plus tard. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Bien, merci pour l'invitation. Ravi de pouvoir vous présenter cette très belle usine de production. Alors c'est très différent. Là, on est vraiment dans la production industrielle française avec une très belle histoire, puisqu'avec plus de 100 ans d'expérience dans le métier de la haute pression et même de la très haute pression, on y reviendra tout à l'heure, notamment destiné au stockage de l'hydrogène, qui est le maillon fort de la chaîne de valeur d'hydrogène. Donc, maillon essentiel pour le développement de cette filière. Et puis également, donc moi, Quentin Marsac, effectivement, que je puisse me présenter, donc directeur général, directeur recherche et développement. Je suis diplômé d'un doctorat en mécanique que j'ai fait au commissariat énergie atomique qui est aux énergies alternatives. Hop. Donc, pour revenir un peu sur cette notion de savoir-faire, d'expertise, juste très rapidement sur les produits que nous développons et que nous avons développés. Je vais revenir sur cette belle histoire également que nous sommes lancés avec la famille en mars 2021, avec une usine donc, qui a été créée en 1975, qui est à Mions, donc c'est à proximité de Lyon, entre Saint-Exupéry et la ville de Lyon, donc vraiment très accessible.
Et donc avec des produits de type industrie, j'y reviendrai, mais je vais vouloir vraiment m'insister sur cette notion de stockage hydrogène et sur justement la solution qu'on veut mettre en avant également avec notre projet actuel. Et un sujet sur lequel nous avons une renommée internationale qui est la bouteille de plongée. Donc simplement sur l'histoire, quand on a plus de 100 ans d'expérience, on a une histoire qui est très grande. Et donc avec la fondation par Charles Roth en 1912, beaucoup de choses qui se déroulent. Et ce qui nous intéresse, c'est justement cette transformation industrielle que nous avons portée, que nous portons. Nous relevons de très grands défis. Nous en avons déjà relevé de très très beaux. Avec la famille Marsac, avec une entreprise merveilleuse, des hommes incroyables, un savoir-faire unique qui nous a permis de faire une réorientation complète de nos solutions, du savoir-faire industriel de fabrication de réservoirs à des solutions bien plus évoluées, à ce qu'on va dire des ensembles complets qui sont bien sûr certifiés. Je vais revenir aussi sur cette notion-là. Alors simplement sur le process, quand je disais, c'est vrai que cette usine de production est vraiment incroyable. Elle a un process qui est parfaitement adapté pour de la moyenne et petite série, très flexible, permettant de faire des changements de série rapides, permettant de faire des produits sur mesure. Donc, ce qui nous permet vraiment de nous distinguer et d'avoir ce positionnement stratégique qui va répondre à un grand nombre de besoins de nos clients. On a un savoir-faire qui est quand même unique en France, je tiens à le rappeler. Effectivement, nous sommes la seule industrie française qui est capable de maîtriser ce procédé de fabrication en France, quasi unique en Europe. C'est un positionnement stratégique aujourd'hui en Europe sur la partie stockage et notamment sur la fabrication de réservoirs en acier et de nouveaux réservoirs que nous avons développés au fur et à mesure. Donc je ne m'étends pas sur ce grand process-là, où on va retrouver de multiples étapes, notamment les fameuses étapes, qui est le process unique, qui est le fluotournage à chaud, qui est un procédé qui est très très complexe, qui consiste à chauffer une extrémité, à la maintenir en température. Alors quand je dis chauffer, on parle de 1000 degrés, donc c'est vraiment des très très hautes températures pour l'acier, de façon à le rendre malléable et de le travailler au travers d'une molette. Ça paraît simple à l'explication. Quand on veut développer un réservoir, moi j'ai passé des semaines avec mes forgerons pour développer de nouveaux réservoirs et des forgerons qui avaient plus de 30 ans d'expérience. Donc c'est un travail vraiment incroyable basé sur le savoir-faire et on y arrive grâce à des hommes et à des compétences que nous avons en France. Et puis après, tout un ensemble de contrôles, etc. Ouais, que je fasse attention au temps quand même. En termes de produits aujourd'hui, et justement c'est ce que nous avons mené depuis ce défi que nous sommes donné en mars 2021, c'est de réorienter cette entreprise, donc développer des nouveaux réservoirs qui vont permettre de suivre ce que va demander l'hydrogène, et on le sait tous aujourd'hui, quand on va parler par exemple de mobilité, on va avoir des véhicules qui sont à 700 bars, et donc la force de l'hydrogène, c'est de faire des ravitaillements rapides. Mais pour ce faire, il faut que la station ait une pression plus élevée que 700 bars. Et ça nous amène à développer de nouveaux réservoirs de plus en plus en haute pression, donc des réservoirs qu'on va appeler, nous, dans notre jargon, type 1. Alors, c'est vraiment un jargon de haute pression. Je vais accélérer, excusez-moi. Mais c'est le principe d'avoir un réservoir en métal et un réservoir qui est renforcé de composite pour pouvoir monter en pression. Donc, simplement, à titre d'ordre de grandeur, 1000 bars, c'est une Twingo qui est répartie sur un carré d'1 cm par 1 cm. Donc, une contrainte qui est vraiment très élevée. Et des produits que nous avons développés sur mesure. Donc c'est comme ça qu'on se distingue, qu'on réoriente, qu'on prend un positionnement clé et qu'on arrive à avoir aujourd'hui des clients en France, en Europe, à l'international, de façon à répondre aux besoins de nos clients avec des solutions modulaires qui s'adaptent et qui vont répondre à leurs besoins avec des configurations multiples et des produits avancés. Je vais accélérer un peu le rythme. Voilà, des solutions sur mesure, c'est vraiment notre savoir-faire de développer des solutions adaptées à nos clients, puis après on les duplique en fonction des quantités nécessaires et de la modularité. Ouais. Et d'autres innovations, des solutions de transport de gaz, des solutions d'écostation qui vont notamment répondre à des problématiques sur des chantiers. Actuellement, elle est à Saint-Cyr-l'École pour ravitailler une nacelle. Peut-être que certains ont vu des posts LinkedIn à ce sujet-là. Donc une petite nacelle, enfin même une belle nacelle de 18 mètres qui est ravitaillée grâce à cette station et donc qui permet d'émettre aucune émission de CO2 et aussi en émissions de sonore de clairement les réduire. On arrive à la conclusion. Quentin. J'arrive à la conclusion absolument avec la notion de certification également, excusez-moi pour le temps supplémentaire. Mais donc cette entreprise-là, cette usine de production que nous avons réussi à réorienter avec une force extraordinaire,
c'est d'avoir un positionnement stratégique, d'être le maillon fort au sein de cette chaîne de cheval de valeur, et également d'avoir des solutions certifiées prêtes à l'emploi. Voilà, merci à vous, désolé pour le temps qui a bien dépassé. Merci beaucoup, Quentin Marsac. Donc, Bonjour à tous, donc Vincent Siandra, je suis le cofondateur de Metron, société que j'ai créée il y a 10 ans maintenant. Hop là ça va trop vite. Quand j'ai commencé Metron il y a 10 ans, on n'était pas du tout dans le même contexte qu'aujourd'hui, avec un certain nombre de réglementations pour les industriels, mais aussi pour les autres acteurs, pour justement aller vers la réduction de leur consommation énergétique et de leur gaz à effet de serre. Mais depuis un certain nombre d'années, on voit de plus en plus de réglementations venir, dans un certain cas, compliquer ou pousser les industriels à se transformer. On en a parlé pendant toutes les tables rondes plus tôt. Et c'est aujourd'hui un moteur. Et l'objectif, c'est d'aider les industriels à vraiment prendre ce levier et d'en faire un outil de compétitivité. Et c'est extrêmement complexe. Dans le cas de Symrise, on l'a expliqué un petit peu plus tôt, c'est extrêmement complexe de capter de l'information et de mesurer sa performance énergétique et d'en être sûr. Parce que chaque compteur, chaque élément qui va remonter de l'information peut être extrêmement mal calibré et la qualité de cette donnée va à la fin terminer sur une déclaration pour une réglementation à l'Union européenne ou dans d'autres pays. Et imaginez que demain, la réglementation devienne de plus en plus sévère et qu'il y ait des amendes qui soient liées à ça. Et que le groupe industriel ait sur la tête une épée de Damoclès qui lui dit « Est-ce que tu as bien mesuré ? Est-ce que chaque année, ton taux d'erreur sur ce que tu mesures va du coup ne pas te pénaliser à un moment donné ?» C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on le prend un petit peu à la légère, mais demain, on est quasi sûr qu'on va devoir arriver à des réglementations de plus en plus fermes et strictes qui vont avoir des impacts financiers forts. Et chez Metron, depuis un certain temps, on travaille sur la qualité de cette donnée et sur trouver des projets et des leviers de performance énergétique. J'ai pas passé le test. Hop. Au-delà de ça, ce qui est important, on a parlé de solaire juste avant, et puis on a parlé d'autres ressources de production d'énergie renouvelable. Moi, je voudrais faire un focus ici sur une partie de cette énergie qui est la moins carbonée, qui est l'efficacité énergétique, c'est-à-dire de ne pas consommer d'énergie ou de réduire sa consommation énergétique. Ça représente pour l'IAE près de 44% des objectifs de Paris. Donc du coup, c'est pas du tout négligeable. On a souvent tendance à parler des deux sujets au-dessus, mais l'efficacité énergétique, c'est très complexe à mettre en œuvre au quotidien. Ça demande de mobiliser toutes les équipes sur des sites industriels et c'est polymorphe, c'est-à-dire que chaque site industriel est différent au sein du même groupe, et ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, on a développé une technologie, on va y arriver, une technologie qui est capable de piloter cette performance en temps réel et s'adapter à n'importe quel site industriel partout dans le monde. On a des sites au Pakistan, on a des sites au Japon, on a des sites en Inde, on a des sites en France, bien sûr. On a commencé en France, mais très vite, on s'est exporté parce que cette technologie ne répond pas à un besoin simplement franco-français, elle répond à une problématique mondiale de l'industrie. Comment capter, standardiser, centraliser de la donnée pour la performance énergétique et derrière l'activer sous forme de levier de performance au sein d'un même groupe industriel. Donc aujourd'hui, nos clients, c'est des très grands groupes industriels qui ont besoin de technologies qui soient capables d'être totalement indépendants de fournisseurs de matériel. Siemens, Schneider, ABB, Omron, tous des acteurs qui fabriquent des machines ou des compteurs, comment s'interfacer à tous ces systèmes-là et être capable de capter l'information et de valoriser cette information en temps réel. Et donc, vous l'avez entendu avec Symrise, notre objectif après, derrière, c'est d'aider le pilotage en continu de ça. Donc, on va être capable de faire des modèles prédictifs, de comprendre, d'analyser cette donnée avec de l'intelligence artificielle, avec tout un tas d'outils qui vont nous permettre vraiment d'injecter la connaissance métier des industriels, donc du coup des ingénieurs ou des techniciens sur site, et de la rendre sur le site grâce aux données
en trouvant des leviers de performance. Donc ça va être des dérives de consommation, ça va être détecter des machines qui vont consommer plus d'énergie pour le même produit d'une journée à l'autre en fonction de la météo, en faisant tout un tas de choses. Mais aussi on peut jouer avec le prix de l'énergie. Sur des sites au Brésil, on est capable de prédire la production de demain avec les mêmes machines, tout en réduisant en fait non pas la consommation d'énergie, mais son coût pour notre client qui est un cimentier, parce que demain, le prix de l'énergie est à un certain taux et on sait qu'on va pouvoir produire différemment sur d'autres process. Donc, être capable vraiment de s'adapter en temps réel aux process industriels. Donc, alors, il y a 10 ans, on prêchait un petit peu dans le désert, hein, très honnêtement, c'était très complexe de mobiliser les acteurs industriels sur utiliser de la donnée pour faire de la performance énergétique. Jusque-là, le seul moyen de faire de la performance, c'était de changer des machines, d'investir très lourdement pour arriver à cette performance. Aujourd'hui, on a réussi à convaincre des centaines, des milliers de sites. Aujourd'hui, on travaille sur 25 000 sites à travers le monde, dans plus de 30 pays, à travers 9 filiales, du Japon notamment jusqu'à l'Amérique latine, en passant par une bonne partie de l'Europe. On a fait l'acquisition de plusieurs sociétés, une en Italie et une en Belgique. Donc, j'ai envie de dire un peu cocorico. On a réussi à exporter le savoir-faire français un petit peu de partout, parce qu'il faut savoir que c'est une thématique qui est très peu étudiée, la performance énergétique, dans les universités à travers le monde. Et en France, on le fait très très bien. Et donc, on exporte ce savoir-faire, on le rentre dans des logiciels et on le met à disposition partout dans le monde. Donc voilà. Il faut conclure. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'opportunité de vous présenter ce beau projet. Encore aujourd'hui, environ 50% des déchets sont encore enfouis ou incinérés. Et il y a une grande majorité qui n'est pas enfouie ou incinérée, qui n'a pas une valorisation environnementale et économique qui est suffisante. Cetis est une entreprise experte en économie circulaire et un gestionnaire de déchets en économie circulaire et un fournisseur de matières alternatives durables. Je suis Jean-Baptiste Quintana, directeur général. Achille Flavian, responsable du développement. Notre objectif, c'est de devenir un leader de la transformation des déchets en produits circulaires. L'économie circulaire, aujourd'hui, il y a plein d'initiatives. Elles sont nombreuses, elles sont encore un peu trop ponctuelles et pas systématiques. Notre objectif, c'est de les déployer assez rapidement pour améliorer l'impact environnemental, gérer des filières circulaires à haute valeur ajoutée et les déployer sur les territoires pour favoriser l'ancrage territorial des partenaires avec qui on travaille. Donc, pour remplir ces objectifs, on se concentre vraiment sur 3 indicateurs simples. Déjà, la quantité de déchets valorisés par an, la baisse des émissions, on veut vraiment minimiser l'impact environnemental, et bien sûr le chiffre d'affaires. On a aussi d'autres objectifs en matière d'égalité homme-femme, en matière de politique sociale et ressources humaines. Donc pour remplir ces objectifs, nous ce qu'on fait, c'est qu'on vient offrir un service de collecte clé en main à nos clients producteurs. On vient gérer tout le déchet sur toute sa chaîne, c'est-à-dire détenteur du déchet, gérer exactement toute la responsabilité de ce déchet, faire en sorte de gérer en externaliser aussi tout ce qui est traitement, stockage, faire en sorte que d'un point A à un point B, on puisse livrer ce déchet en qualité et en quantité entendue à un client utilisateur. On gère également toute l'activité réglementaire de façon à rendre possible cette économie circulaire et ce recyclage continu du flux. Donc alors, le point de départ de Cetis, c'est pourquoi on est capable de faire ça. C'est un outil qu'on a développé en interne après 3 ans de R&D. Donc on a un module de matching, donc de correspondance de flux, qui est compris avec 18 industries primaires, 3000 ressources caractérisées, 500 synergies documentées qu'on continue d'agréger au quotidien avec des projets qu'on fait, qui nous permet de facilement se mettre dans la peau d'un industriel émetteur ou utilisateur avec un module géographique. Je suis industriel qui souhaite diversifier un petit peu ses approvisionnements, trouver des matières recyclées, trouver des déchets ressources. Je suis capable aujourd'hui, avec la solution Cetis, de lui trouver des gisements locaux pour répondre à ses besoins. De façon similaire, je suis industriel qui souhaite trouver des exutoires pour ses déchets. Je peux rapidement trouver
des secteurs d'utilisation. Grâce à ces outils et grâce à notre équipe, on est capable, avec un process assez bien structuré, de passer de quelques kilogrammes à plusieurs milliers de tonnes valorisées, en passant par un pilote laboratoire, pilote industriel et une mise en exploitation. À titre d'exemple, pour que ça soit parlant pour vous, on a ici par exemple une matière qui sont des sédiments en fait, et grâce à on les réutilise en lieu et place de produits chimiques pour éviter l'utilisation de produits chimiques dans certaines industries. Cette matière, on est sur un sable de filtration qui nous permet d'alimenter des secteurs comme le secteur de la construction, la fabrication de béton, les céramiques et d'autres filières verrières. On valorise des isolateurs à haute tension que vous pouvez voir à peu près partout autour de vous quand vous sortez d'ici, des cendres en tout genre et des charbons actifs usagés, à titre d'exemple. L'ensemble de ce processus nous a permis de passer difficilement au début sur 60 petites tonnes valorisées à 2700 tonnes en 2022, 7200 tonnes en 2023 et on a encore doublé cette année avec un atterrissage prévu à 16 500 tonnes. En gros, on a valorisé depuis la création en 2021 plus de 25 000 tonnes, ce qui correspond, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, à 2,5 fois la Tour Eiffel. Aujourd'hui, on est fiers d'avoir environ 80 clients, à la fois dans le secteur privé et le secteur public. Donc on peut travailler avec des industriels de renom et également des collectivités, des territoires avec qui on met à disposition notre outil pour les aider un petit peu à mettre en place des projets d'économie circulaire structurants sur leur territoire. Donc tout cela est rendu possible grâce à une équipe ambitieuse et engagée. On compte environ une dizaine de personnes aujourd'hui. On est encore en train d'agrandir l'équipe et on est vraiment en plusieurs pôles. Donc la pôle exploitation dont le rôle est de gérer des flux au quotidien, un pôle développement, un pôle innovation R&D avec des ingénieurs dont le rôle est de trouver des exutoires, des solutions de valorisation et un pôle vraiment direction et stratégie. L'ensemble de cette équipe et les projets qu'on vous a présentés nous ont permis d'avoir une croissance accélérée, assez rapide. Donc on a commencé en 2021. Notre première année d'exploitation nous a permis d'avoir un premier niveau de chiffre d'affaires qui était très modeste. Et progressivement, on augmente, on a triplé de 2022 à 2023. Et là, on a un atterrissage prévu qui va nous faire effleurer le million d'euros. On espère le dépasser. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a déjà atteint une rentabilité mensuelle en juillet 2024. Ça nous permet de construire sur une base solide et d'atteindre pour 2025 30 000 tonnes valorisées et un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Notre objectif sur le premier trimestre de 2025, c'est de faire une levée de fonds, donc principalement des ressources humaines pour déployer des nouvelles filières en innovation, donc on veut déployer entre 6 et 10 nouvelles filières, déployer les filières qu'on maîtrise déjà et qui sont déjà en exploitation, et commencer à travailler, à se déployer partout en France et en Europe. Et la conclusion ? Merci beaucoup pour votre attention et avec plaisir. Merci beaucoup.